Suivez l'émission Libertois sur Radio Horizon La Voix du Sion tous les premiers et troisièmes lundis du mois de 18h à 19h. Rediffusion vendredi de 20h à 21h. Libertois, une émission qui vient répondre à nos problèmes psychologiques. Mesdames, messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité à Radio Horizon. Merci d'être à l'écoute de l'émission Libertois présentée par Blessing Possonia. La réalisation est assurée par Yolou Mustafa. Pour ce deuxième numéro, nous allons parler de l'affection mentale, spécialement des troubles anxieux. Pour en parler, nous recevons ce soir Akam Judikael, psychologue clinicien à la polyclinique de Thiéviers. Monsieur Akam, bonsoir. Bonsoir, fidèle Blessing. Merci d'avoir accepté notre invitation. Fidèles auditeurs, sans plus tarder, nous allons vous exposer un cas qui nous est parvenu. Une jeune fille de 26 ans veut qu'on l'aide à trouver une solution à son problème. Sa plainte essentielle porte sur la crainte qu'elle a dans certaines situations. Voici ce qu'elle nous a dit. Je ne supporte pas de prendre le bus, ni faire des courses dans un grand magasin aussi quand il y a trop de monde. Je supporte très mal également de rester seule et je ne peux sortir que si je suis accompagnée. Le plus souvent, j'évite toutes ces situations car je m'y sens oppressée, je tremble, j'ai des palpitations et j'ai peur de me trouver mal. Selon les proches de cette demoiselle, ces troubles remontent à 1 an. Ça a commencé brutalement sans circonstances déclenchantes identifiables par une crise d'angoisse de survenue inopinée. Les crises d'angoisse se sont répétées et ce n'est qu'au bout de quelques semaines que le lien entre ces crises et certaines situations se sont noués. Ce qu'on peut encore retenir est que depuis quelques semaines, la jeune fille présente une insomnie, mange moins bien et se sent fatiguée. Aussi, elle a perdu l'intérêt pour ses activités qu'elle conserve jusqu'alors. Elle n'a aucun antécédent familial de troubles typiques. Voilà ce que nous pouvons retenir de cette demoiselle. Monsieur Akam aussi, nous avons bien compris cette jeune fille, c'est qu'elle est en train de nous faire état des craintes, autrement dit de la peur qu'elle ressent dans certaines situations. Si je ne mens pas. Oui, effectivement, c'est ça. Voilà, donc fidèles auditeurs, avant de continuer, je vous propose d'écouter l'avis de quelques personnes interviewées à Thiéviers sur la peur. La peur peut être causée par quelque chose qui te surprend ou bien quelque chose qui te ferait. Ça peut te causer une peur. Quand l'avenir est incertain, on a peur. Quand on reste, on a peur parce qu'on se dit qu'on a un avenir incertain. Ça cause aussi une peur en soi. La peur, je pense que c'est un sentiment qui nous anime lorsqu'on voit quelque chose d'horrible ou bien de surnaturel. Je ne sais pas comment je peux l'expliquer, mais c'est un sentiment qui anime la personne qui voit quelque chose qui est effrayant. C'est quelque chose que la personne doit voir avant d'avoir ce sentiment-là. La peur, elle est innée. Mais ce qu'on dit de la peur, l'homme peut avoir peur dans son cœur. Je suis là, peut-être que quelqu'un veut me parler, mais j'ai peur. Je ne sais pas de quoi il veut dire. À ce moment, mon cœur commence à battre. La deuxième chose, la personne a peur de parler en public. La deuxième partie, c'est quand l'homme est effrayé par quelque chose. Et je vois une moto aussi qui coupe en même temps devant moi. Donc la peur que j'aurai me fera trembler. Peut-être c'est une pensée qui est venue à la personne et ça le rend peur. La peur d'abord, c'est une émotion qui prévient l'organisme d'un danger imminent. On a peur parce qu'on ne sait pas ce qui est devant.
avoir certaines situations, avoir certains comportements. On ne sait pas ce que demain réserve. Ça peut être un enfant qui fait des bêtises et qui fuit la maison. Quand le moment viendra de revenir à la maison, il va avoir peur parce qu'il ne sait pas ce qu'on lui réserve. Donc c'est surtout le fait qu'on ne sait pas ce qui attend la personne là, c'est ce qui fait peur. Tout ce qui peut causer la peur est que si toi-même tu as semé un crime, bon, tu peux avoir la peur en toi-même. Et de deux, il y a la conscience qui va te gêner aussi. Je ne crois pas trop que si tu n'as pas commis un crime, bien s'il n'y a pas un problème sur toi, tu sais que bon, ça peut te causer un problème par après, il n'y aura pas la peur en toi-même. Plusieurs choses peuvent expliquer la peur. Moi, je me dis qu'il y a d'abord une peur naturelle, ce que je peux appeler par la peur de l'inconnu. Peut-être que vous souhaitez quelque chose, vous souhaitez voyager ou bien mener une activité. Voilà que vous avez votre visa, mais vous avez un peu peur parce que vous ne savez pas exactement ce qui vous attend. Peut-être que c'est une bourse d'études, vous savez que vous allez aller étudier dans l'autre pays, mais vous ne savez pas exactement les conditions. Est-ce que vous allez pouvoir vivre sans votre famille, sans vos amis? Ça, c'est la peur de l'inconnu et moi, je peux dire que c'est naturel. Il y a également une peur qui peut provenir de ce dont nous pensons, notre état psychologique. Peut-être que la veille, par exemple, vous avez vu un film d'horreur et pendant la nuit, on vous dit de sortir, d'aller acheter quelque chose. Vous voyez une petite brousse, vous entendez un bruit et vous imaginez que c'est le loup que vous avez vu dans le film de la veille qui est dans la brousse. Et ça, c'est purement psychologique. Je me dis également que la peur peut être positive. C'est la peur qui nous amène parfois à éviter certaines choses. Par exemple, la peur de la vitesse va vous amener à rouler lentement sur la route. La peur d'attraper le VIH/SIDA peut vous amener à utiliser les méthodes de contraception, les préservatifs ou autres méthodes pour vous protéger lors des rapports sexuels. La peur d'une grossesse indésirée ou d'un avortement va forcément vous amener à utiliser des contraceptions. Et également avec ce qu'on voit aujourd'hui, la vindicte populaire où la population brûle les voleurs. Je pense que si vous avez peur de mourir dans le feu, de cette façon, vous n'allez jamais voler. Donc je pense que la peur peut être positive et négative. Un événement, quelque chose peut rendre peur à une personne. En esprit, on peut avoir peur comme ça. Tu peux sentir quelque chose arriver, mais tu ne le vois pas. C'est spirituel. Nous vivons dans un monde où il y a beaucoup de choses aujourd'hui. Toi-même, quand tu es là dans tes pensées, tu te dis que demain ou après-demain, ceci là peut arriver. Tu peux avoir peur, c'est normal. Mesdames et messieurs, nous venons d'écouter l'avis de quelques personnes sur la peur. Je reviens vers vous, monsieur Akam. Et que dites-vous de la peur par rapport aux avis que nous venons d'écouter? Bon, merci pour la question, Blessing. Bon, avant, permettez-moi donc de saluer les fidèles auditeurs et auditrices donc de Radio Horizon et de faire un coucou spécial à Trésor et sa maman qui sont à l'écoute actuellement. Alors, par rapport à la peur, disons quelle est une réaction normale de l'individu face à une situation inquiétante. Et a priori, elle n'est pas une maladie. C'est-à-dire le fait d'avoir peur, premièrement, n'est pas une maladie, mais elle ne devient une maladie que lorsqu'elle perturbe l'individu dans son fonctionnement et lorsqu'elle a des répercussions sur l'entourage de cet individu-là. Donc la peur, c'est ce que je peux dire par rapport à la définition. Alors par rapport au type de peur, bon, j'ai entendu dire qu'il y a la peur positive et la peur négative. Voilà. Bon, par rapport à ça, je ne veux pas me prononcer, mais ce qu'il y a en psychologie, c'est qu'il y a deux grands types de peur. Il y a la peur avec objet identifiable et la peur sans objet. C'est-à-dire la personne a peur, mais elle ne sait pas réellement ce dont elle a peur. De quoi elle a peur. Donc voilà les deux grands types donc, de peur qui existent. Avec objet, ça veut dire que elle voit de quoi elle a peur. Elle a peur. Donc c'est-à-dire peut-être certains ont fait cas d'un accident, par exemple, qui a fait peur, ou bien de quelque chose, un serpent, par exemple. Tout à fait. Donc on arrive à identifier, à distinguer l'objet qui fait peur. Donc ça, c'est la peur avec objet. Donc la peur sans objet, c'est qu'on a peur, mais on ne sait pas réellement de quoi on a peur. Donc il y a des situations comme ça. On est là, il y a des palpitations, on tremble, mais on ne sait pas justement de quoi on a peur. Voilà. Voilà. Ok, merci pour ces explications. Et notre thème du jour parle des troubles anxieux. Qu'appelle-t-on trouble anxieux? Trouble anxieux, d'abord dans anxieux, il y a l'anxiété. Donc l'anxiété qui est une peur sans objet. Donc les troubles anxieux sont donc des troubles qui regroupent
qui sont liées à l'anxiété. On prend la panique, il y a plusieurs typologies, donc il y a plusieurs différentes sortes de groupes. Donc le grand groupe, on appelle ça troubles anxieux. Donc ce sont tous les troubles qui sont liés à l'anxiété. À l'anxiété. Oui. Et nous entendons souvent parler de l'anxiété, et même dans certains communiqués de santé, on entend parler de l'anxiété. On ne sait pas réellement ce que c'est. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu? Oui, l'anxiété se définit comme une peur sans objet apparent et légitime avec sentiment pénible d'attente. Donc, comme je viens de le dire plus haut, donc c'est une peur sans objet. La personne a peur, mais il n'arrive pas à identifier lorsqu'on le questionne, lorsqu'on lui demande de quoi tu as peur, il n'arrive pas à dire concrètement ce dont il a peur. Mais il sent la peur, ce sentiment de peur, de crainte en elle, mais il n'arrive pas à identifier l'élément qui fait peur. Donc c'est ça on appelle l'anxiété. Oui. Et ça regroupe en général ce que nous appelons peur. Oui. Ah là là. Ok. Si on a peur, on ne sait pas, on n'arrive pas à identifier l'objet qui fait peur. Oui, c'est ça l'anxiété. C'est ça l'anxiété. Mais si on arrive à savoir que c'est ceci qui nous fait peur là, ce n'est plus l'anxiété. Non, ça ce n'est plus l'anxiété. Ça s'appelle quoi? Ça s'appelle la phobie. On reviendra tout de suite sur la définition des phobies. Dites-nous, quel est le diagnostic de quelle pathologie souffre cette jeune fille alors cette jeune fille, lorsqu'on regroupe un peu les symptômes, d'abord il y a elle dit qu'elle ne supporte pas de prendre le bus, ni faire des courses dans un grand magasin, il y a trop de monde. Et elle supporte également le fait de rester seule, elle ne peut pas sortir si elle n'est pas accompagnée. Voilà. Et donc ce qui est essentiel aussi à noter, c'est qu'il y a le tremblement, les palpitations, et elle dit qu'elle a peur de se trouver mal. Alors donc si on analyse un peu les symptômes, donc c'est-à-dire les signes de ce qu'elle ressent, on pense tout de suite à un trouble panique avec agoraphobie. Donc le diagnostic, c'est le trouble panique. Trouble panique avec agoraphobie. Oui. Trouble panique avec agoraphobie. Trouble panique, ça veut dire quoi? Le trouble panique, ça veut dire que la comme personne, vous l'entendez, oui, il y a la peur. La peur. Oui. Et avec la peur qui survient brutalement comme ça. Oui. C'est un trouble panique. Okay. Donc on reviendra sur les définitions de ces thèmes. Bon, ok, merci. On va continuer. Qu'est-ce qui a causé cette peur-là, cette peur en elle, ou bien cette crainte qu'elle dit? Bon, pour son cas typiquement, il fallait. Est-ce que c'est la peur en réalité? Oui, bon, d'abord pour mieux répondre à cette question par rapport au cas de cette demoiselle, on devait la voir en consultation. Voilà. Mais toutefois, les facteurs qui sont susceptibles donc de causer ces troubles, on peut citer par exemple la rupture sentimentale. Il y a aussi la séparation avec les parents, bien séparation des parents même. Il y a aussi les accidents. Lorsque vous avez été témoin ou victime une fois d'un accident vraiment grave, catastrophique, avec le temps on peut développer cette pathologie. Il y a aussi certaines pathologies chirurgicales ou médicales qui peuvent avoir des répercussions sur le fonctionnement psychologique des individus afin de provoquer cette pathologie. Il y a également le décès. Il y a le décès. Le décès également peut être la cause donc de cette maladie. Donc voilà en quelque sorte les facteurs possibles qui peuvent être à l'origine donc de cette maladie. Donc il y a peut-être un décès ou bien un accident, et beaucoup de choses peuvent être à la base de cette maladie. Oui, tout à fait. Cette maladie. Nous voulons comprendre ce que c'est que vous venez de parler de la phobie. J'entends souvent parler de l'agoraphobie, de la phobie, de l'anxiété. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ces trois mots? Oui, tout à fait. Ce sont des termes, ça. Oui, bon, l'anxiété, comme je viens de le définir, c'est une peur sans objet apparent et légitime, avec sentiment pénible d'attente. L'individu a peur, la personne a peur, elle n'arrive pas à identifier l'objet qui fait peur. Et malgré qu'elle n'arrive pas à identifier ces objets-là, sa peur est vraiment fondée. Ce n'est pas qu'elle ment, ce n'est pas de la simulation. Donc c'est pourquoi on dit c'est une peur
sans objet, mais légitime. Ça veut dire que c'est fondé. Ça veut dire que c'est fondé. Voilà. Mais elle n'arrive pas à identifier l'objet qui fait peur. Alors, les phobies sont des craintes angoissantes déclenchées par la présence d'une situation ou d'un objet phobogène. L'objet phobogène, c'est l'objet qui fait peur. L'objet qui déclenche la phobie, c'est ça qu'on appelle objet phobogène. Donc, ces craintes sont déclenchées par la présence d'une situation ou d'un objet phobogène sans caractère dangereux objectif et qui disparaissent après la fin de l'exposition à cet objet-là. Donc, lorsque on identifie l'objet qui fait peur, qu'on appelle l'objet phobogène, on voit en réalité que cet objet-là n'a pas un caractère dangereux objectif. Mais lorsqu'on retire cet objet qui fait peur à l'individu, on remarque que les craintes disparaissent. Donc voilà la définition de ce qu'on appelle les phobies. Voilà. On identifie l'objet qui fait peur et lorsque on n'est plus en présence de l'objet, lorsqu'on retire l'objet, la personne n'a plus la peur diminue. C'est comme un lion qui surgit tout à coup, hein, et on le voit, on a peur. Voilà. Mais quand le lion part en même temps, voilà, on est soulagé, on n'a plus peur. Donc c'est ça. Donc, les phobies. La phobie. On parle des phobies parce qu'il y a différents types. D'accord, des phobies alors. Voilà. Et l'agoraphobie, c'est une anxiété qui est liée au fait de se retrouver dans des endroits ou des situations dans lesquelles il pourrait être difficile de s'échapper ou dans lesquelles on pourrait ne pas trouver de secours en cas d'attaque panique. Les magasins par exemple, les supermarchés, les cinémas. L'individu a peur donc de se retrouver dans ces lieux. Pourquoi? Parce qu'elle a peur que quelque chose lui arrive et qu'elle ne pourra pas trouver de secours. Voilà. Donc c'est une forme d'anxiété en fait, hein, liée au fait de se retrouver dans ces endroits-là ou dans ces situations. Et qu'est-ce qui lui fait penser qu'il pourrait avoir un problème? Oui, c'est un fonctionnement psychologique. C'est une perturbation au niveau donc de son psychisme qui entraîne ça. Donc ça veut dire que cette demoiselle a une perturbation, puisqu'elle nous a fait cas de... qu'elle ne supporte pas le public, oui, tout à fait. Elle n'arrive pas à sortir seule, tout ça là. Oui. Ouais. Et donc nous allons continuer. Expliquez-nous comment survient cette pathologie-là. Cette pathologie survient d'abord au début, il faut noter que c'est brutal. Il n'y a pas de signe d'alerte, ça survient brutalement comme ça. Et le début toujours, il s'agit donc de phobie au départ de domicile. La personne peut quitter un temps soit peu la maison pour aller se réfugier quelque part pour quelques jours à quelques heures. Ça commence comme ça. Et si on le demande pourquoi il sort de la maison, pourquoi la personne sort de la maison, elle peut dire que la maison lui fait peur. Ah bon? Et ensuite, ça peut évoluer par rapport à la peur dans les rues, de se retrouver dans les rues et dans les lieux publics. Les peurs surviennent également si la personne se trouve dans les lieux publics, les centres commerciaux, les transports en commun, comme les bus par exemple. Oui. Et le patient a conscience du caractère pathologique du trouble et essaie de maîtriser ses phobies par des conduites qu'on appelle conduites contraphobiques. Donc lorsque la personne arrive à savoir qu'elle a peur donc, de se retrouver dans des endroits, dans des situations où il y a beaucoup de monde, elle développe un certain nombre d'attitudes, comme par exemple elle peut sortir accompagnée de quelqu'un. Si elle ne trouve pas quelqu'un qui va sortir avec elle, elle ne sort pas de la maison. Ou bien elle peut sortir mais en tenant un bâton à main par exemple. Ah bon. Donc ce sont pour se défendre. Pour se défendre. Donc ce sont des attitudes qu'on appelle attitudes contraphobiques. Voilà. Donc l'évolution est chronique et grave en l'absence du traitement. Lorsque c'est survenu comme ça et il n'y a pas de prise en charge précoce, ça devient grave rapidement. Donc voilà comment ça survient. Oui, d'accord. Et donc, si la personne sort avec une défense, par exemple, vous avez donné l'exemple d'un bâton à main et la personne sort et toujours avec ça, elle se dit qu'il y aura toujours un danger. Oui. Est-ce que le danger là, est-ce que avec ce qu'elle a comme intention, est-ce que ça peut agir? Est-ce que ça va forcément, il y aura forcément un danger? Non, bon, nous on ne peut pas savoir à l'avance. C'est pour savoir que si sa pensée peut engendrer un danger. Non. Il n'y a aucune relation entre ce que la personne imagine et ce qui va se passer. Non, mais c'est une perturbation, c'est un trouble. Et la personne même a conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas.
C'est là ce qui est essentiel. Donc elle se sent mal. Elle se sent mal. Parce que lorsqu'on identifie l'objet même dont la personne a peur, on voit que l'objet n'a pas un caractère dangereux, objectif. Donc elle a conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est pourquoi la demoiselle a voulu trouver une solution comme le cas est exposé ce soir. Tout à fait. Oh, monsieur Akam, il y a d'autres manifestations de ce trouble? Oui, il y a les manifestations. D'abord avec le trouble panique, le début est brutal, sans cause déclenchante apparente. Donc lorsque ça se vient brutalement comme ça, vous allez chercher, lorsque vous posez la question à la personne, elle n'arrive pas à identifier la cause. Quand est-ce que ça a commencé? Qu'est-ce qu'il y a à la base de ça? C'est impossible de dire. Mais parfois, dans des situations anxiogènes que le patient ne reconnaît pas toujours rapidement. Donc les situations anxiogènes, ce sont des situations qui déclenchent l'anxiété. Les situations dans lesquelles ça a surgi. Mais interroger, la personne sera incapable de décrire la situation. Et donc le trouble est ressenti comme un malaise généralisé et atteignant son point culminant à moins de quelques minutes à quelques heures. Donc tout à l'heure vous allez être avec la personne, elle va dire que j'ai la palpitation, j'ai peur, et tout de suite elle va vous quitter. Parce qu'elle se sent mal. Parce qu'elle se sent de plus en plus mal. Et le tableau est dominé par des signes somatiques. Donc lorsqu'on parle de signes somatiques, ce sont des signes qu'on peut voir. Ce sont des signes qui peuvent apparaître sur la peau. Ce sont des signes la personne peut organiques. avoir la chair de poule. Voilà. Ah bon. Et au-delà de ça, on peut citer par exemple une impression de malaise intense et de catastrophe imminente, dont la personne est envahie par des idées comme quoi elle aura un accident par exemple, ou bien quelque chose de grave va lui arriver. Et il y a également la peur de mourir ou de s'évanouir, la peur de devenir fou, la peur d'avoir une maladie grave, la peur de perdre le contrôle de son comportement, de commettre des actes incongrus, de ne pouvoir pas être secouru. Et au-delà de ces manifestations, on a également un sentiment de dépersonnalisation. La personne n'arrive pas à se retrouver. Elle n'arrive pas à se retrouver par rapport à quoi? Par rapport à sa personnalité. Elle se pose la question, qui je suis? Qui suis-je? Et si on lui demande d'où elle vient et autres, est-ce qu'elle ne peut pas... Ah bon, oui, si on lui demande d'où elle vient, elle peut le dire ça. Mais par rapport à lui-même, il y a des difficultés par rapport à son niveau. Et les manifestations somatiques sont d'ordre cardiovasculaire, comme les palpitations par exemple. Il y a aussi des manifestations digestives, manque d'appétit, anorexie, etc. Voilà. Et les manifestations respiratoires, comme les dyspnées, c'est-à-dire insuffisance respiratoire. La personne n'arrive pas à bien respirer. À bien respirer. Les manifestations neuromusculaires et neurovégétatives. Donc voilà quelques manifestations. Elle n'arrive pas à bien manger. Oui, elle n'arrive pas à bien respirer. Oui. Bien respirer toute la journée ou bien peut-être c'est peut-être toute la journée, peut-être quelques heures à quelques minutes. Et s'il arrivait à quelqu'un de ne pas bien respirer une fois passant peut-être 2 heures dans la journée, bon, comme ça, est-ce que la personne peut commencer par se dire que quelque chose ne va pas? Oui, c'est pourquoi la personne peut commencer par dire qu'elle a des troubles. Non, on ne peut pas se dire ça parce qu'il faut d'abord aller à l'hôpital, aller se faire consulter par un médecin. Et c'est lorsqu'on va commencer la prise en charge du côté du médecin et lorsqu'on va remarquer que ça ne marche pas, c'est à ce moment qu'on peut l'orienter vers le psychologue. Donc ça veut dire qu'on a éliminé le côté organique pour voir si ce n'est pas une maladie somatique. Voilà. Donc lorsqu'on prend en charge la personne et ça n'évolue pas, on va tout ce qu'on lui met, ça n'évolue pas, c'est en ce moment qu'on peut penser à des désordres psychologiques. Bon, quel lien ces troubles ont avec l'alimentation? On dit que la personne n'arrive pas à bien manger. Qu'est-ce qui cause ce manque d'appétit? Oui, parce que le corps est un ensemble. Il y a le psychisme et le côté organique. Donc lorsque ces deux éléments travaillent en étroite collaboration, donc lorsqu'il y a une perturbation au niveau donc du psychisme par exemple, ça a des retentissements sur le corps. Et lorsqu'il y a des perturbations également sur le corps, ça agit sur la psychologie, le psychisme de l'individu. C'est pourquoi lorsqu'on a peur, lorsqu'on est mal à l'aise, forcément on ne peut pas bien manger, on ne peut pas bien s'alimenter. On ne peut pas bien manger, ça veut dire que on est
on n'a pas le goût de ce qu'on mange, ou bien on est très tôt rassasié, ou bien ça sent mauvais ce qu'on mange. Ça varie. Des fois, bon, on n'a pas d'appétit. Et si on n'a pas d'appétit, c'est ça qu'on appelle anorexie. Donc, du coup, on n'arrive pas à bien s'alimenter. Voilà. Et donc, avant de revenir vers vous, fidèles auditeurs, vous pouvez nous appeler dès à présent sur nos numéros pour vos questions. Et si vous avez un exemple similaire à ce cas, faites-nous, parce que le psychologue est là pour répondre à nos problèmes. Nos numéros, il s'agit du 23 35 41 44, du 91 24 24 65 et du 98 60 98 62. Je reprends les numéros, le 23 35 41 44, 91 24 24 65, 98 60 98 62. Le psychologue est là et vous pouvez poser vos questions et nous allons vous aider par rapport à ce que vous allez ressortir. Alors, Monsieur Akam, je reviens vers vous pour continuer. Et y a-t-il un sexe plus disposé à développer cette maladie, les hommes ou les femmes? S'il y a un sexe, peut-être que c'est les hommes seuls qui sont plus disposés à développer, ou bien c'est du côté des femmes? Oui, par rapport à cette question, disons que les études ont montré que le sexe féminin est plus disposé à développer cette pathologie. Le sexe féminin? Oui, le sexe féminin, c'est-à-dire les femmes développent de plus en plus cette pathologie, plus que les hommes. Mais ça n'exclut pas le fait que les hommes également présentent cette pathologie. Mais ce sont les études qui ont montré ça. Que c'est les femmes? Oui. Ah, c'est les femmes. Et pourquoi les femmes? Bon, ça... Pourquoi les femmes? Parce qu'elles sont fragiles. On dit souvent que les femmes, c'est faible. Est-ce que c'est ça qui agit sur elles? Bon, ça, on ne peut pas répondre tout de suite comme ça, parce que c'est une étude, des gammes d'études qui ont prouvé cette réalité. Donc il va falloir creuser encore davantage. Alors creusons en même temps. Pour pouvoir, on va creuser en même temps. Donner une solution donc, à cette question-là, une réponse idoine. Que donc c'est les femmes qui sont plus exposées à développer ces troubles. Ah là là. Et pourquoi et comment? Bon, est-ce que le cas des hommes aussi, il y en a, mais il y a... Oui, il y a des cas des hommes. Des cas des hommes, mais c'est un peu rare. Non, pas tellement rare, mais quand même, si on prend 5 en population générale, on va avoir 3 femmes et 2 hommes. 2 hommes. Voilà. Est-ce que les 2 hommes qui vont faire cette maladie, est-ce qu'ils vont développer les mêmes symptômes que les femmes? Oui, ce sont des mêmes symptômes. C'est les mêmes symptômes. Oui, ce sont les mêmes symptômes. Ok, et est-ce possible de vaincre cette peur-là, cette pathologie? Cette pathologie est inévitable parce qu'il ne s'agit pas d'une simple peur, comme je l'avais dit. Voilà, nous avons l'habitude d'appeler peur, mais ce n'est pas la peur comme nous l'appelons. Oui, donc c'est tout un trouble. Donc ce n'est pas facile de vaincre la pathologie seule. Donc il faut recourir à une consultation psychologique pour pouvoir vous aider à vaincre cela. Donc ça veut dire que si nous commençons pas à sentir cette pathologie, et si nous commençons pas à sentir la peur, comme nous le disons, nous n'arrivons pas à sortir seuls, et pendant le jour comme la nuit, c'est pas seulement la nuit, si nous n'arrivons pas à sortir seuls, nous avons ce problème, alors il faut qu'on se rende le plus rapidement possible pour se faire diagnostiquer, c'est ça? Tout à fait, surtout lorsque cette peur est chronique, lorsque on prend plusieurs jours, on voit qu'on a peur mais on ne sait pas de quoi on a peur et ça traîne et ça perturbe donc votre activité et votre quotidien, donc il faut aller se faire consulter. Mais si c'est une peur simple, ça va passer, c'est tout à fait normal. Une peur simple? Oui, lorsque on est dans une situation vraiment stressante, vraiment inquiétante, il est tout à fait normal d'avoir peur. Mais lorsque on voit qu'il y a une exagération et une comicité, donc c'est là. Tout le temps on a peur, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a un problème. Alors je reviens à cette question, vous avez effleuré ça un peu. Quelles conséquences peut en découler si cette pathologie n'est pas vaincue, si elle n'arrive pas à résoudre son cas? Qu'est-ce qui peut... Les conséquences, c'est ça, je viens de citer un peu plus haut, les manifestations.
lorsque la peur n'est pas vaincue, ça débouche sur ces manifestations-là que je viens donc de citer. Si la peur n'est pas vaincue, oui. C'est ça qui va causer la phobie, l'anxiété. Oui, si la peur n'est pas vaincue, c'est ça qui va enclencher par exemple les impressions de malaise, de catastrophe imminente, la peur de mourir, la peur de s'évanouir, la peur de devenir fou. Donc ça va aller de pire en pire parce que ce n'est pas vaincu. Et lorsque ça traîne, ça peut déboucher vers là. Et du coup, donc si on rassemble tous ces éléments, on verra que vous êtes en train de développer cette pathologie-là. Est-ce que vous pouvez nous situer par rapport au temps et pendant combien de temps est-ce que la personne peut commencer à se dire que c'est trop tard si elle n'est pas vite allée voir le psychologue? Déjà, bon, ça dépend. Ça dépend de chacun de nous. Déjà, à 1 semaine, à 2 semaines, et lorsqu'on voit que la peur, cette peur-là est différente donc de la simple peur, et lorsque surtout ça inquiète vraiment l'individu, parce que ça vous inquiète, et ça fait que vous n'arrivez pas à vous rendre par exemple au service, parce que vous n'arrivez pas à exercer vos activités quotidiennes. Donc c'est en ce moment qu'il faut se poser la question, mais qu'est-ce qui m'arrive? Et aller se faire consulter. Donc ce n'est pas seulement une question de temps, de durée, mais lorsqu'il y a beaucoup de perturbations, lorsqu'on s'en rend compte que pratiquement on ne sort plus de la chambre, on ne sort plus de la maison, et donc ça devient un peu exagéré, la peur. Donc c'est en ce moment qu'on peut aller se faire consulter. Donc ce n'est pas question de temps. Non, ça ce n'est pas question de temps. Et peut-être 1 semaine chez quelqu'un ou bien 2 jours chez une autre personne. Ça dépend de l'intensité. Lorsque ça devient intense. Voilà. Donc nous avons compris. Dites-nous comment se fait la prise en charge alors. La prise en charge comprend 2 volets. D'abord, il y a le volet de la chimiothérapie, c'est-à-dire l'utilisation des médicaments. Et c'est lorsque on est en phase chronique, lorsqu'il n'y a pas de consultation précoce et que la pathologie perdure. Donc on associe la chimiothérapie et puis ce qu'on appelle les psychothérapies. La chimiothérapie, ce sont les médicaments qui sont utilisés en combinaison avec les psychothérapies. Et en chimiothérapie, on a l'habitude d'utiliser des produits qu'on appelle des anxiolytiques. Et donc dans les psychothérapies, on utilise plusieurs techniques. Donc par exemple la TCC, la thérapie cognitive comportementale, qui permet de faire une désensibilisation systématique de la personne, suivie de l'exposition progressive à l'objet ou à la situation en imaginaire. Et il y a également la technique d'immersion et la technique d'affirmation de soi. Donc seul avec les psychothérapies, ça peut marcher si on vient très tôt en consultation. Mais lorsque ça devient chronique, c'est en ce moment qu'on peut associer ça avec les médicaments. Donc la prise en charge, c'est ça comporte 2 volets. Il y a la prise des médicaments et des psychothérapies. Les psychothérapies sont des techniques que nous utilisons, qui ne sont pas des produits qu'on donne, mais c'est un travail purement psychologique qui permet beaucoup d'avoir un bon résultat par rapport à ces pathologies-là. Et dites-nous quand est-ce qu'il faut prendre des médicaments et quand est-ce qu'il faut aller vers la psychothérapie comme vous venez de l'appeler. Oui, comme je viens de le dire, lorsqu'on voit que c'est vraiment grave et ça a vraiment duré dans le temps. Est-ce que c'est l'individu qui va choisir ou bien c'est... Non, c'est nous. En consultation, c'est par rapport au diagnostic. Ouais. Qu'on voit qu'on peut mettre la personne sous médicaments. Et disons que les médicaments seuls n'arrivent pas à traiter cette pathologie-là. On ne peut pas tout de suite prendre le médicament et puis aller se reposer dans la maison, non. Il faut toujours accompagner ça des psychothérapies. Donc il faut commencer, et si c'est ça là, il faut commencer par la psychothérapie avant de prendre les médicaments. Ah oui, parce que pourquoi il y a association des deux. Et si possible, oui. Lorsque ce n'est pas grave, on peut avec les psychothérapies seules, ça peut marcher. Et au-delà donc des techniques que j'ai énumérées tout haut, on peut également utiliser les thérapies analytiques ou d'inspiration psychanalytique pour les patients qui ont une bonne capacité de verbalisation et d'accès aux symboles. Donc c'est toujours dans le domaine des psychothérapies. Il y a plusieurs techniques qu'on utilise. Et
dans le domaine de psychothérapie, comme vous venez de le dire, et expliquez-nous un peu comment cela se fait. Est-ce que c'est par des petites questions que vous arrivez à résoudre? Est-ce que c'est par des appareils que vous arrivez à capturer ou bien à ramener cette personne-là? Comment est-ce que ça se fait? Bon, ce ne sont pas des appareils vraiment visibles comme ça, mais ce sont des techniques purement psychologiques qui sont essentiellement basées sur la parole, l'expression. Voilà. Oui. Donc ce ne sont ni des médicaments, ce ne sont ni par exemple des appareils de scanner, tout ça là qu'on met les gens dedans, mais ce sont des techniques. Soit il y a des petits tests et il y a des techniques qu'on utilise pour pouvoir ramener le patient à ne plus avoir peur donc, de ces éléments-là. Donc, ça veut dire que si la personne commence très tôt et qu'elle vient, il faut, avec ces petites techniques, ça peut marcher. On peut ramener la personne. Oui, sans qu'elle ne prenne des médicaments. Des médicaments. Oui. Mais si la personne ne vient pas vite et que la maladie perdure un peu, ça veut dire que la personne les deux. Sera obligée à suivre les deux, et les médicaments et la psychothérapie. Oui. Et voilà, et si la personne combine les deux, est-ce que ça va marcher? Est-ce que la personne tout à coup va retrouver sa santé? Oui, la personne va retrouver sa santé. Et parce que ce ne sont pas des traitements probabilistes. On arrive à diagnostiquer le mal et puis on agit sur le mal. Donc les techniques qu'on aura utilisées sont des techniques bien adaptées aux pathologies. Donc la personne peut redevenir comme avant, tout à fait normal. Et qu'est-ce qui arrive à certains, après avoir fait ces troubles-là, la personne ne revient pas à la normale? C'est-à-dire que la personne ne fait plus de troubles, mais il y a des séquelles sur la personne. Qu'est-ce qui peut causer ça? Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui avait développé ces pathologies et qui n'est plus revenu comme avant? La personne raisonne normalement, mais on sent que cette personne-là, elle a eu un problème avant. Ce n'est pas tout à fait vrai. Parce que, bon, disons qu'il y a certaines pathologies psychiatriques qui laissent vraiment des séquelles, mais ce ne sont pas, par exemple, les troubles anxieux. Donc voilà. Oui, ça veut être des troubles mentaux, la schizophrénie, par exemple. Si une fois traité, tu dois revenir au contrôle, peut-être que c'est 1 mois après, peut-être que c'est 2 mois après. Et lorsque tu ne reviens pas, il y a des séquelles, des manifestations. C'est comme si la pathologie survient. Mais ici, c'est totalement vaincu. Donc, dans ce cas-là, si la personne combine les médicaments et la psychothérapie, ça veut dire que la personne doit forcément être guérie? Oui. C'est ça? Oui. La personne doit être guérie comme si elle avait eu le palu, elle était allée à l'hôpital, elle a pris des injections et autres, elle est guérie. C'est comme ça se passe? Oui, c'est ça. Alors, donc, on agit sur la pathologie une fois de bon. Et on a un bon résultat. Et pourquoi alors dites-vous que la personne vienne le plus tôt possible? C'est à cause du coût que ça va engendrer, des dépenses que vous dites ça, ou bien il y a autre chose? Non, pas à cause du coût, mais à cause de la difficulté qu'elle d'abord aura à suivre les traitements, et à cause de la perturbation, du degré de perturbation de son fonctionnement psychique. Parce que quand tu traînes trop une pathologie, avec le temps, ça gangrène. Plus que si on sent un certain nombre de signes et on va plutôt à l'hôpital. Voilà. Lorsqu'on souffre par exemple d'une pathologie de paludisme par exemple, parce que tu vas très tôt à l'hôpital, tu as 80% de chances que tu vas traiter ça en moins de quelques jours. Mais lorsque ça traîne trop, il y a les autres signes qui apparaissent et qui te compliquent toi-même ton fonctionnement. Ça te fait de plus en plus mal. Voilà. Et c'est pour éviter ça qu'il faut très tôt venir en consultation. Donc ce n'est pas question de coût, mais c'est question de santé. C'est question de santé et non du coût. Dites-nous, est-ce que ça peut tuer? Ça peut tuer. Bon, la probabilité est faible quand même. La probabilité est faible, mais bon, on ne peut pas exclure le fait que ça peut tuer. Si vous avez par exemple la peur de sortir de chez vous, et lorsque malgré cette peur, vous êtes amené par une situation à sortir par exemple, en traversant par exemple la route,
tu ne feras pas attention, tu peux faire un accident. Voilà. Et donc c'est cette pathologie-là qui t'a entraîné vers cet accident. Voilà. Donc vous avez peur de la voiture par exemple, vous avez peur de la rue, mais on vous oblige d'aller vers là, ou bien vous courez, donc en chemin faisant vous pouvez trouver la mort. Et donc c'est cette pathologie qui a entraîné ça. Donc la pathologie elle-même n'entraîne pas la mort, mais les effets que ça a sur et la mentalité ou bien la psychologie, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est l'effet que cette pathologie a sur l'individu qui peut entraîner, qui peut l'amener oui, à faire des accidents, par exemple, à mourir. Et qui peut l'amener à mourir. Merci beaucoup. Est-ce que la demoiselle pouvait éviter cette pathologie ou cette peur-là? Bon, si on se réfère un peu aux situations, aux facteurs qui peuvent déclencher cette pathologie, on verra que c'est inévitable. Car on ne peut pas, par exemple, savoir d'avance les situations qui peuvent se présenter à vous. Si on se réfère aux facteurs que je viens de citer, la déception sentimentale, le décès, les accidents, on ne peut pas savoir d'avance qu'on sera confronté à cette situation. Donc, mais toutefois, on peut éviter sa gravité. Si on ne peut pas éviter le mal, quand même on peut éviter sa gravité en se faisant consulter à temps. Donc c'est ce que je viens de dire. Donc lorsqu'on sent une peur, la peur est vraiment imminente, et surtout lorsqu'on n'a pas, on ne perçoit pas l'objet qui fait peur et on traîne ça pendant des jours, il ne faut pas que ça ait des répercussions, des conséquences sur vous avant d'aller se faire consulter. Donc la gravité, c'est la gravité du trouble qu'on peut éviter, mais on ne peut pas éviter le trouble lui-même. On ne peut pas éviter le trouble, mais c'est la gravité qu'il faut éviter. Lorsque ça survient, il faut tout faire pour que ça parte, c'est ça? Oui, c'est ça. Et puis, je vais donner un exemple, une personne qui a perdu un être cher, peut-être c'est sa femme ou bien c'est son mari qui n'est plus, et cette personne a tout le temps peur de voir son conjoint défunt. Est-ce que cette peur-là, on peut l'assimiler ou bien la comparer à cette trouble-là de ce cas? Bon, dans ce cas, c'est un problème de deuil parce qu'il y a tout un processus qui est enclenché lorsqu'on traverse la phase de deuil. Donc, ce trouble, on peut le classer dans cette catégorie de deuil. Donc, ce n'est pas un trouble anxieux. Lorsqu'on parle de décès, de la peur, donc de l'être cher et autres là, donc c'est carrément le processus de deuil qu'on est rentré. Et avec le temps, on va également développer bien on va en parler dans nos prochaines émissions. Donc ça veut dire que cette peur là, ça fait partie du deuil, et ce n'est pas un trouble anxieux. Parce qu'il y a le deuil pathologique et le deuil normal. Donc nous suivons les gens dans ce processus de deuil à ce que le deuil soit vraiment normal. Mais lorsque le deuil est bloqué à un certain niveau, ça entraîne des pathologies très 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 graves. Donc ce que vous venez de citer tout à l'heure. Oui. Et donc c'est tout à fait carrément différent de ces troubles anxieux là. Il ne faut pas qu'on confonde le deuil ou bien une situation donnée par rapport à notre cas ici des troubles anxieux. Tout à fait. Ok, nous allons rappeler nos numéros aux auditeurs. Et nos numéros, c'est le 23 35 41 44 91 24 24 65 98 60 98 62. Si vous avez des questions à poser, vous pouvez appeler pour vos petites questions. Le psychologue est là, il va essayer de répondre à vos inquiétudes. Nous allons continuer, monsieur Aka, moi je dis Kael. Est-ce que le patient peut redevenir comme avant? La personne elle ne va plus se rappeler de ce qu'elle avait vécu dans ces temps de troubles anxieux. Est-ce que la personne va redevenir comme elle était? Oui, si le traitement est bien suivi, parce qu'il faut aussi de l'observance. Lorsqu'on déclenche le processus thérapeutique, il faut être d'abord fidèle au processus qu'on a déclenché. Il faut respecter les rendez-vous. Lorsqu'on vous donne des consignes, il faut les respecter. Donc si toutes ces conditions sont réunies, donc il y a 100% de chances pour qu'on puisse redevenir comme avant. Ça veut dire qu'on
on ne va plus se rappeler, ou bien on saura que vraiment on avait eu un problème, comme si le cas du palu. Oui, on saura qu'on avait eu un problème et qui a été traité, qui a été guéri. Voilà. Et si c'est le cas, est-ce que vous pouvez nous quantifier le degré de ces troubles-là par rapport au cerveau ou bien à la psychologie? Est-ce que ça a vraiment touché cette personne-là au point où nous pouvons parler d'un cas très délicat en psychologie? Les troubles anxieux. Oui. Oui, bon, les troubles anxieux font partie des affections mentales, mais qu'on ne peut pas tout de suite ici quantifier, donner un pourcentage par rapport aux autres pathologies psychiatriques. Donc ça fait également partie des troubles psychologiques qu'on raconte quand même. Ça veut dire que c'est un peu mieux, c'est grand, bien c'est pas... C'est comme les autres. Par rapport à la fréquence de consultation, par rapport aux motifs. C'est par rapport aux motifs? Oui, par rapport aux motifs, il y en a. Il y en a, ça existe bel et bien dans nos pays qu'on rencontre. Mais on ne peut pas quantifier ça par rapport aux autres pathologies. D'accord, on ne peut pas le quantifier, c'est une pathologie propre à elle, elle est différente. C'est ça. Ok, c'est compris. Est-ce que que conseillez-vous donc? Que conseillez-vous à quelqu'un qui est dans la même situation que cette jeune fille-là? Oui, comme conseil, qu'il faut toujours aller se faire consulter par un psychologue lorsque on ressent l'un des signes de tout ce qu'on vient de dire, et dans le but d'éviter l'aggravation de cette maladie-là. Donc, puisque lorsque la maladie s'aggrave, d'abord l'individu lui-même il est perturbé à son niveau, et ça a également des répercussions sur son entourage. Lorsque vous devez vous rendre au service, vous restez à la maison. Lorsque vous êtes père de famille, vous voyez que lorsque vous n'êtes pas allé au service, lorsque vous êtes à la maison, vous aurez des problèmes, des difficultés sur le plan financier. Donc ça aura des retentissements, des répercussions sur vous. Et quand vous ne savez pas faire, vous êtes chef de service, vous allez déverser les colères sur vos employés sans le savoir, parce que vous traînez une pathologie. Donc lorsque vous ressentez ces signes, il faut rapidement aller se faire consulter. Et par rapport au service, si la personne a peur, est-ce qu'elle n'a pas peur de ceux avec qui elle travaille? Pourquoi elle va déverser sa colère? Oui, bon, parce que c'est un sentiment. Lorsqu'il y a un sentiment imminent qu'un danger survienne, par exemple, elle va chercher à se défendre. Elle va chercher à se défendre. Voilà. Et peut tout de suite croire que peut-être que c'est l'un de ses employés qui est à la base de son problème, c'est quelqu'un qui l'en veut, etc. Donc il va tout de suite penser à ça. Donc, est-ce que certaines situations et d'autres vont jusqu'à chercher la protection parce qu'elle ne se sent pas à l'aise. Elle se dit que c'est comme si elle est poursuivie ou bien elle a un problème. Oui. Est-ce que c'est ce cas-là? Tout à fait, oui. Parce qu'il y en a, comme dans nos milieux, dans le contexte africain, lorsqu'il y a des pathologies qu'on ne comprend pas, qui ne sont pas vraiment organiques et qui sont des questions de sentiments, donc on a rapidement recours aux religieux, soit les tradithérapeutes, les féticheurs, etc. Donc ça peut tout de suite vous entraîner vers là. Mais les conseils que nous donnons, c'est qu'il faut d'abord prendre le chemin des hôpitaux d'abord. Oui. Et lorsqu'on voit, on fouille, on creuse, on trouve que la cause n'est pas là-bas, c'est en ce moment qu'on peut saisir vers ces genres de pratiques. Mais lorsque vous allez là-bas, premièrement, c'est le risque, c'est d'aller aggraver la pathologie avant de revenir maintenant à l'hôpital pour pouvoir se faire soigner. Donc c'est pourquoi on conseille d'aller d'abord à l'hôpital lorsqu'on on ressent des malaises, histoire donc d'éliminer le côté organique, oui, avant donc de prendre le chemin de la religion. Voilà. Et j'ai une question ici qui m'est parvenue tout de suite. Une personne qui a des troubles de sommeil, la personne se réveille la nuit, elle a peur, elle allume la torche ou bien elle allume la lampe, elle commence par regarder, elle ne trouve rien, elle se couche. Est-ce que ça fait partie de ces troubles anxieux? Oui, bon, ça peut être un
un début de trouble anxieux, donc on doit voir cette personne-là, on doit le recevoir en consultation pour fouiller davantage, pour voir comment est-ce que les manifestations sont et à quel moment donc, de la nuit ça survient. Donc ce sont des contours qui sont très importants. Il faut savoir la période. Oui, il faut savoir la période. Est-ce que c'est fréquent ou c'est pas fréquent? Voilà. Est-ce que c'est les mêmes périodes ou bien les mêmes heures? Voilà. Pour pouvoir trouver ce qui est à la base de ça. Voilà. Et nous sommes presque à la fin. Un mot de fin. Un mot de fin comme message aux auditeurs. Dès que vous sentez le besoin donc, de voir un psychologue pour vos problèmes, n'hésitez pas de me contacter sur les numéros le 92 42 36 51, le 97 30 24 53, car nous faisons des consultations également à domicile. Si vous ne pouvez pas vous déplacer pour venir à l'hôpital, vous m'appelez, je peux venir chez vous, vous consulter, vous faire des suivis psychologiques. Donc par rapport au cas qu'on vient de présenter, lorsque vous remarquez l'un de ces signes, donc n'hésitez pas de venir en consultation ou de me contacter. Merci. Merci. Si vous avez un cas similaire ou bien vous avez un problème de trouble, quel que soit ce problème, veuillez contacter le psychologue sur ces numéros qu'il vient de vous donner. Nous allons lentement, sûrement vers la fin. Fidèles auditeurs et auditrices, dans ce deuxième numéro de l'émission Libère-toi, nous avons parlé de l'affection mentale, spécialement des troubles anxieux. Et nous avons invité M. Akam Judikael, psychologue clinicien à la polyclinique de Thiéviers. M. Akam, une fois encore, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci Blessing, merci les auditeurs et auditrices de Radio Horizon. Merci. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous lundi 15 février 2016 à la même heure. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.